Bienvenue sur la chaîne de Je bâtis ma maison. Bienvenue sur la chaîne Au Vivant. On s'amuse à faire une vidéo, Jean-Luc et moi, pour pouvoir vous présenter en fait deux modes de fonctionnement pour pouvoir présenter la formation, le monde de la formation. Mais au lieu d'avoir à réfléchir tout de suite en formation, vous êtes peut-être un porteur de projet, vous souhaitez réaliser quelque chose de concret, de physique qui est votre lieu de vie, votre maison, et vous vous posez des questions de par où il faut commencer. Alors là, par où commencer? D'abord, on se dit, comment est-ce qu'on va faire ce truc? Est-ce qu'on se serre la main pour dire bonjour? Oui. Est-ce qu'on se fait la bise? Ou est-ce qu'on se tape dessus? Et on a dit que c'était plus simple, tout simplement de vous parler. De vous dire bonjour et de vous écouter et pas de voir pas la concurrence qu'il peut y avoir entre deux êtres et entre deux entités, mais plutôt la complémentarité ou le chemin différent pour arriver à votre objectif, avoir la maison de vos rêves. Et on a une approche où on peut avoir une approche conceptuelle pour arriver à un résultat, où on a une vision à 360 degrés de qu'est-ce qu'on veut faire comme maison, où on a l'approche de Jean-Luc qui est... Alors moi je dirais je suis parti du sol, c'est-à-dire de l'expérience de ma propre construction pour essayer de venir vers de la théorie. Et puis j'ai l'impression que toi tu fais la démarche inverse. Salut les gars, on se verra la prochaine. Ça marche? Tu as récupéré ton foyer. Sans problème. La publicité toujours. On est en live avec... C'est du vrai live les gars. J'adore. Bonjour à tous. Salut à vous. Et donc, on fait la suite de l'interview qu'on avait tenté de vouloir faire à la fête des 10 ans de Twiza, mais comme vous avez vu, il y a l'une autre personne qui nous dit un petit bonjour et un petit coucou, et puis c'était vraiment à la fois, donc on a décidé de venir chacun dans nos bureaux. Et comme ça, c'est un peu plus sympathique. On est là avec vous, au calme. On peut être à la disposition pour pouvoir lire vos commentaires par la suite. Donc n'hésitez pas à nous laisser déjà un commentaire sur la première partie, mais on va poursuivre dans notre échange dès maintenant. Et puis l'idée que moi je m'étais dit qui pourrait peut-être intéresser un peu les gens, c'est de savoir l'histoire humaine, parce qu'en fait, qui est Goulven? Ah, alors qui je suis? En quelques mots, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour la nature, l'environnement, puis je me suis formé en bâtiment durable à l'ASDER à Chambéry. Et suite à ça, j'ai été conseiller énergie où j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes en étant financé par l'ADAME et la région. Donc, j'étais payé par l'État pour informer gratuitement les gens sur l'habitat. J'ai adoré ça parce que j'ai appris beaucoup plus mon métier que dans mes études, parce que j'étais face au terrain, dans le concret, avec les artisans, avec les particuliers. Mais ça restait de la théorie, des concepts, des idées, des intentions. Donc, je m'occupais surtout des aides financières, du cadre réglementaire, du juridique et quelques petites astuces pour pouvoir résoudre les problèmes, les bobos, on va dire. Sinon, je mettais en relation avec les professionnels. Et ensuite, j'ai eu un bureau d'études en bâtiment pour faire du label BBC RT 2012, ce qu'on appelle maintenant la RE 2020. Et, euh, et je m'ennuyais parce que je faisais des calculs, mais ce qui m'animait le plus, c'était de transmettre le résultat du calcul pour que les gens puissent appliquer le résultat dans leur lieu de vie. Et j'ai réalisé que la majorité des artisans, les particuliers qui se lancent dans un projet ont tendance à taper un peu sur les artisans. Et ça m'a embêté. Je me suis rendu compte avec le temps que les porteurs de projets, qui vont être les futurs maîtres d'ouvrage de leur projet, avaient une part de responsabilité assez conséquente. Et j'avais envie de proposer un service un peu à 360 degrés pour faire en sorte qu'ils puissent trouver un peu les bonnes réponses par-ci par-là pour mener à bien leur processus de projet en suivant une ligne du temps qui soit en adéquation avec là où ils se trouvent. Donc, pas mal de bonnes idées, pas mal d'intentions à vouloir aider les gens. Et au final, c'est un vrai plaisir de te retrouver, Jean-Luc, parce que je me demande qui es-tu, Jean-Luc, avec tout ce que tu as pu parcourir comme histoire. Et je pense qu'il y a même un indice derrière ton visage. Là, je crois que là en haut, c'était le temps où je volais un petit peu. Et donc, à cette époque-là, donc, moi, je dirais que je vais d'abord parler de mes passions, parce que mes passions, en fait, sont devenues mon métier. Et j'ai connu trois grandes passions dans ma vie. La première, c'était quand j'étais tout petit. Je jouais beaucoup au Lego. J'ai fait des concours et je devais même gagner un concours pour aller jusqu'au Danemark, avoir Legoland à l'époque. C'était vraiment exceptionnel. Il n'y en avait qu'un. Et puis, la deuxième chose après, j'ai rencontré très vite le skate. Alors, je suis arrivé moi dans le skate en 1976. À mon avis, je sais pas si tu étais déjà né ou pas à ce moment-là. Mais voilà, tu étais tout petit, en tout cas, ou à peine conçu. Et du coup, l'idée, c'était quoi? C'était que ce sport nouveau avait tous les rouages encore à mettre en place. Et ça, j'ai bien aimé parce que fatalement, très vite, ben, tu progresses énormément puisqu'il y a encore rien, ben, on apprend vite des choses. Et puis, très vite, je me suis aperçu que si j'étais le champion, j'aime pas dire ça, mais de ma rue, ben, si je voulais progresser, il fallait voir un peu plus loin. Et puis, j'ai été voir au niveau de la ville à côté.
Puis après, j'ai été voir au niveau de la province. Puis j'ai été voir au niveau de mon pays. Et puis quand j'ai gagné tout dans mon pays, ben, il fallait voir l'étranger. Donc j'ai commencé à sillonner toute l'Europe et au niveau mondial, tout simplement parce que le niveau montait. Alors j'entraînais à chaque fois les gens derrière moi en disant, ben, si vous voulez, faites la même chose que moi j'ai fait. Et je sais vraiment à donner. Et le skate avait une notion qui était géniale. On était sur une piste et je pouvais faire du skate avec Tony Hawk. Et à côté, il y avait un petit gosse qui venait de démarrer peut-être il y a quelques semaines. Alors, tu snakes pas Tony Hawk si tu n'en as pas un tout petit peu sous le pantalon quand même pour lui dire que tu fais quelque chose derrière, mais ça veut dire qu'on était accessible. Et ça, je pense que ce terme-là, je l'ai retrouvé après dans la construction écologique. Donc ça, c'est quelque chose que je trouvais bien. Et déjà à l'époque, mais comme il fallait tout concevoir, les pistes, elles n'existaient pas. Donc il fallait les inventer, il fallait les créer. Mais une piste de skate, c'est quoi? C'est de l'ossature bois. C'est du contreventement parce que sinon elle part sur le côté. Donc toutes ces notions que je ne savais pas que j'utiliserais plus tard dans ma vie, eh ben, elles étaient déjà là. Et puis, le skate s'est cassé la gueule parce que les gosses sont passés sur Nintendo. Donc, je suis passé à autre chose aussi. Et là, j'étais déjà à une deuxième passion qui était la décoration. J'ai travaillé dans ce domaine plus de 30 ans. Et là, j'ai travaillé alors au début, on va dire comme commercial, mais je trouve que grande partie de mon travail était de former les professionnels et tu devineras jamais ce qu'on parlait déjà à l'époque dans la décoration des tentures et des stores. On parlait déjà des problèmes de chaud et de froid. Donc, on dit que c'est nouveau, mais ça Ah. existait déjà. Donc, c'était pas d'aujourd'hui, ça. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir comment amener des gens avec un produit qui trouvait un petit accessoire de leur paquet, je dirais, était devenu pour finir un outil principal. Et j'ai même des gens qui ont créé des métiers où ils avaient 15, 20 bonhommes qui ne faisaient que la pose de store. Donc c'est devenu vraiment un métier à part entière. Et puis fatalement, ben, un jour, je suis tombé amoureux de la France et j'ai commencé à construire moi-même une maison. Et puis, fil en aiguille, on s'est dit que c'était un peu dommage de garder tout cet apprentissage pour nous. Alors, j'ai eu beaucoup de bénévoles sur un chantier, donc c'est gentil qui te donnent des heures de leur temps. Et donc, aller vendre des vidéos de type tutoriel de ce qu'ils m'ont donné, je trouvais déjà que ça ne pouvait pas se faire. Et puis, j'ai un Canadien, on revient encore sur ces fameux Canadiens qui sont toujours là, qui m'a expliqué quelque chose de très simple, que tout ce que tu fais dans la vie, quel que soit le domaine, il y aura toujours une phase de préparation et une phase d'exécution. La phase de préparation, généralement, c'est 80% du temps. Et la phase d'exécution, c'est que 20%. Donc, d'aller donner ou vendre mes tutoriels, ben, entre guillemets, c'est gentil, mais on n'a répondu qu'à 20%. Donc, fatalement, ben, je me suis accordé un petit peu d'importance pour les 80%. Et c'est là où on se rejoint tous les deux, avec deux formations, avec deux champs de vision un peu différents. Donc, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu d'abord ton champ de vision à toi. Écoute, moi j'apprécie beaucoup aussi ce qu'a apporté le Canadien parce que la quantité de personnes qui se sont lancées dans des projets en allant voir directement le charpentier ou le maçon pour pouvoir construire leur maison alors qu'ils avaient à peine une esquisse, un croquis, ils n'étaient pas conscients, ils n'avaient pas réalisé à quel point c'était important d'avoir à bien se préparer. Et ça, je me suis bien rendu compte de ça et j'ai pris soin d'aller voir plusieurs artisans, aller voir plusieurs professionnels pour essayer de voir avec eux s'ils pouvaient rassembler un peu l'huile essentielle de leur savoir pour pouvoir vraiment aider un particulier à mener à bien son projet d'une idée à devenir un porteur de porteur de projet un maître d'ouvrage, pour ensuite devenir plus tard un propriétaire qui vit dans sa maison et qui peut célébrer sa vie en faisant autre chose de sa vie que d'avoir à gérer un chantier, une rénovation, ainsi ou soit, juste qu'on fasse les choses bien dès le début pour pouvoir anticiper les défis, les enjeux. Et comme ça engendre plein de coûts, ça engendre plein de décisions, eh bien, il y a tout un processus aussi d'idée d'avoir à s'entraîner à prendre des décisions assez rapidement pour que ça devienne presque une habitude facile et qu'on n'ait pas à se retrouver face à des décisions très élevées, très importantes quand on se lance dans un projet de maison, parce que souvent une maison, c'est pas une voiture, hein, c'est pas quand les gens sont un peu riches qui s'achètent une voiture à 50, 100 000, dans tous les cas, même si la voiture elle est riche, on te donne les clés, on t'a versé le permis de conduire, tu sais la conduire, c'est OK. Bon, à part quand c'est une Porsche, j'en sais rien. Mais, mais quand tu arrives dans une maison, bah, c'est des budgets qui peuvent dépasser facilement les 200, 300, 500 000 euros. Et on t'a pas appris à l'utiliser, on t'a pas appris non plus à la concevoir en fonction de tes besoins, en fonction de ta taille, en fonction de tes couleurs, tes envies, tes valeurs. Et ça, c'était vraiment important pour moi d'aller chercher des informations au niveau de l'écologie, au niveau de la santé dans le bâtiment, au niveau des, des éléments où, par exemple, les gens, quand on leur faisait des études, on disait qu'il fallait absolument que l'environnement soit pas bruyant parce que ça les embêtait. Sauf qu'ils n'avaient pas de connaissance au niveau de l'acoustique pour faire des choix qui sont en cohérence avec également le confort d'été, le confort d'hiver. Donc, réussir à faire la fusion de ces éléments-là était quelque chose qui m'intéressait. Et donc, d'aller chercher des artisans qui avaient cette aventure
de préparer un peu ces réponses qui étaient tant recherchées et de rassembler tout ça pour avoir vraiment cette vision à 360 degrés, et ben en fait, c'est pas un vrai 360, c'est un 360 en Spirale. hélicoïde, en spirale. Et donc, au bout d'un moment, tu peux enfin t'élever et avoir une vision d'ensemble et te dire, OK, je suis en mesure de prendre des décisions et d'investir 15 000 euros pour ma cuisine, 20 000 euros pour l'assainissement, euh, peut-être 50 000 euros pour la toiture, etc., etc. Donc, je pourrais aller plus loin, mais voilà, ça permet de partir des fondations jusqu'à la toiture. Après, moi, je suis parti un peu d'un autre concept. C'est que je suis rentré dans l'écologie au fur et à mesure aussi de l'évolution des matériaux et des techniques. Et je suis rentré, je veux dire sincèrement, par esprit tout simplement mercantile. Parce que quand j'ai commencé à vouloir faire des choses chez nous, on a fait par exemple des ardoises photovoltaïques. Alors aujourd'hui, ben, c'est quelque chose de bien existant, mais nous, on a fait ça il y a 20 ans. Et à 20 ans, pourquoi mettre des ardoises? Parce que c'était plus cher que des panneaux, parce que je trouvais qu'il y avait une pollution visuelle par rapport aux gens. Et il y a une autre chose qu'on oublie beaucoup de dire, c'est que les pauvres pompiers, quand ils doivent rentrer dans une maison où il n'y a que des panneaux solaires, ils ne savent plus rentrer et éteindre l'incendie. Et donc, c'était deux choses qui nous avaient un petit peu interpellés. Du coup, on s'est dit, OK, on paiera un peu plus cher. On aura quelque chose qui sera un peu moins productif, mais en contrepartie, on aura quelque chose qui sera plus beau visuellement pour nous et pour le voisinage. Donc ça, c'était pour nous déjà une première chose. Puis deuxième étape est arrivé les chauffages à granules. Pour te dire, j'avais une vieille chaudière à mazout et je dépensais, moi je suis dans les Ardennes belges, donc on dépensait 1000 euros par mois. 1000 euros par mois de mazout pour l'hiver, évidemment. Donc c'était l'enfer, il fallait trouver une solution. Et la première chose, j'ai eu un chauffagiste très intelligent qui m'a dit, je refuse de te vendre une nouvelle chaudière. Tu vas d'abord isoler ton toit et c'est seulement après que tu viendras chez moi. C'était intelligent de sa part et d'un autre côté, il prenait un risque parce que je voulais avoir quelqu'un d'autre. Et puis pour finir, j'ai écouté, on a bien fait le changement du toit, en même temps on a mis les ardoises et puis on a fait la chaudière. Et quand on est arrivé à la chaudière, je dis, bah, écoute, moi j'aimerais bien une chaudière à granules, mais en chauffage central. Et il me dit, bah, écoute, ça n'existe pas vraiment. En plus de ça, chez toi, il y a un problème, c'est que tu as les chevaux au rez-de-chaussée. Donc, il faut ramener les granules à l'étage. Comment est-ce qu'on va monter les sacs? Donc, on a inventé un système d'aspirateur pour amener les granules d'un silo en bas à la chaudière en haut et puis après de mettre ça en circulation. Après, maintenant, les silos, c'est quelque chose qui existe, mais on a dû l'inventer. Il n'y avait rien, il n'y avait pas l'Internet comme maintenant. Donc, on a fait un tutoriel et 4 photos. Mais donc, j'ai plein de gens qui sont venus voir ça parce qu'il y avait déjà cette notion de partage. Et tu vois que c'est une deuxième partie qui commence, c'est l'écologie qui m'a rapporté de l'argent parce que le fait d'avoir ce chauffage à granules, on dépensait plus que 100 balles de chauffage. Donc tu vois la différence. Donc j'ai très vite amorti toute l'installation et je me suis dit, mais tiens, là, il y a quelque chose de très intelligent. On peut toucher ou amener des gens à l'écologie par du bien à leur portefeuille. Non seulement ça fera du bien à leur santé, mais ça, ils n'en ont pas conscience, mais on peut d'abord les toucher par le bien au portefeuille. Et ça, je trouvais une belle approche. Et puis, quand on a fait la maison en France, on s'est vraiment dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On est devant, tu as vu la vue chez moi, c'est quand même magnifique. Et d'aller venir là-dessus, mettre du béton et du terrassement classique, on s'est dit non, il faut travailler autrement. Et du coup, on s'est vraiment dit, est-ce qu'on peut utiliser des techniques qui vont déjà me faire gagner l'argent parce que la technique des technopieux, ça ne polluera pas, mais en plus de ça, ça me coûtait moins cher que du béton dans mon petit village parce qu'il n'y avait pas d'accès. Et du coup, de nouveau, je suis avec cette écologie qui vous rapporte de l'argent. Et après, c'est de rentrer dans mes valeurs. Mais au départ, je le reconnais humblement, je suis pas tombé comme Obélix dedans quand j'étais petit. Tu vois que la taille, je suis plus fin qu'Obélix aussi. Mais je pense que on peut être amené à faire de l'écologie. Et je pense que tu as quelque chose de très intelligent que les Péruviens disent. Alors aujourd'hui, j'ai un t-shirt péruvien spécialement pour la phrase que je dirai maintenant. Donc tu as vu que tout ça a été médité, préparé, pensé. On n'est pas propriétaire de la terre, on est locataire de la terre de nos enfants. Et la deuxième chose qu'ils ont chez les Péruviens, ils ont ce qu'ils appellent l'AINI. Et l'AINI, c'est en fait, c'est entraide et réciprocité. Et c'est vraiment ça. Tu fais une partie pour toi, mais tu fais aussi une partie au commun des autres. Et dans le projet qu'on a voulu faire, je pense que tu as aussi une grande notion de ça dans ton projet à toi aussi, c'est cette notion, OK, on doit manger, on doit vendre notre produit, bien sûr, mais on veut aussi partager quelque chose. Et cette chose-là est bien plus importante que nous. Et si ça touche des belles matières, des belles valeurs, tant mieux. Et ça nous fait plaisir de faire ce plaisir comme ça aussi. Et c'est, je pense que là, on se rejoint beaucoup sur beaucoup de points. Et puis, il y en a un autre point commun. C'est comment est-ce qu'on nous appelle tous les deux? Des médecins. Oui, des médecins généralistes. On est des grands généralistes, on connaît tous les sujets du bâtiment parce qu'on a un peu touché à tout.
Peut-être Jean-Luc, il a mis un peu plus la main dans certaines matières que moi. Et moi, peut-être j'ai mis plus la main dans des calculs, éventuellement, dans le bureau d'études. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai un peu plus spécialisé dans la thermique. Toi, tu vas avoir un peu plus de spécialité dans des astuces, dans des cas spécifiques dans la construction. Et après, ce qu'on a réussi à faire, c'est de s'entourer de spécialistes. Et au lieu d'avoir à vouloir tout le temps avoir la bonne réponse pour tout le monde, il n'y avait pas de problème. Moi, j'adore ne pas savoir parce que quand je ne sais pas, je sais à peu près qui appeler. Autrement, je m'informe, je me renseigne, je contacte les différents professionnels, je présente le projet. Comme ça, j'ai un cas spécifique avec de la matière première pour qualifier la réponse. Et grâce à ça, je reviens après auprès du client ou du porteur de projet avec une réponse qui est vraiment destinée à lui. Et en même temps, moi, j'ai gagné des contacts avec des artisans, j'ai gagné de la compétence et surtout de la mise en relation pour pouvoir assurer la suite de la réalisation, pour que ça soit concrètement, la personne ne reste pas soit avec son problème, soit avec même des enjeux de risque, des majeurs qui peuvent être assez conséquents. Donc, on sait bien, voilà, on a des valeurs communes, ouais, mais on a su aussi s'entourer de différentes personnes pour offrir un peu les différents points que chacune des personnes qui sont venues nous voir en disant, hey, j'ai ça comme enjeu, est-ce que tu as telle ou telle réponse? Et on a fait des rencontres avec des professionnels. Je dis on, même si c'était chacun de notre côté, on a fait des rencontres avec des professionnels pour pouvoir apporter des réponses vraiment spécifiques. Et grâce à ça, bah, ça a permis, grâce aux autres personnes qui écoutaient, à éviter de reproduire ces erreurs-là et à gagner pas mal de temps voilà, sur un projet. D'ailleurs, toi, de ton côté, tu parles d'économie. Est-ce que tu as à peu près une idée de combien fait économiser sur un chantier le fait que les gens puissent suivre ton parcours, pardon, pas ton parcours, mais ta formation? Alors, je dirais, ça va dépendre de l'implication qu'ils veulent faire dans le projet. Et je pense que la première chose qu'on doit comprendre, c'est quand on vient chez toi ou chez moi, si on ne veut pas mettre la main au moins sur la table à dessin, au moins sur la pensée, au moins sur le partage du projet avec sa moitié, parce que la majorité des projets sont portés par monsieur ou madame, mais avec très peu de concertation. Et après, on s'étonne que c'est pas le projet ou l'encouragement, il y aura en tout cas des problèmes qui vont arriver. On annonce que dans le milieu de l'autoconstruction, il y a souvent un divorce sur deux, mais si tu prends une statistique générale, il y a aussi un divorce sur deux. Donc ça veut absolument rien dire. Par contre, je pense que si le projet n'est pas porté par les deux, et surtout savoir les attentes des uns et des autres, et je pense que la majorité des projets ont été mal conçus dans le sens où ils ne sont pas partis de leurs vrais besoins, ils sont partis d'une image d'un besoin. Et je prends un simple exemple de ça. Notre ami Stéphane Plaza, il pose trois questions. Ces questions, c'est où, combien de mètres carrés et combien ça va coûter. Et avec ça, il va te trouver la maison de tes rêves. Et généralement, ben, si vous écoutez l'émission, moi je vais le dire sincèrement, c'est un programme ludique, je t'entends, je regarde, et puis je m'aperçois qu'à la fin, il n'y a personne qui achète. Mais c'est logique, parce que sur ces trois questions-là, il n'y arrive pas à aller plus loin. J'ai eu un chouette contact avec un agent immobilier qui m'a dit que s'il dépassait quatre questions, il n'arrivait plus à faire son job parce qu'il n'arriverait jamais à correspondre aux attentes des gens. Et c'est pour ça qu'ils limitent leurs critères pour essayer d'aller plus large. Alors, ils vont te faire visiter une ou deux maisons qui n'est pas celle que tu veux pour mieux penser ou déterminer à ta place ce que tu veux. Mais de nouveau, il n'y a jamais eu de concertation au départ. Et je pense que la première chose que moi, en tout cas, j'essaye d'apprendre aux gens, c'est mon expérience de terrain, mon expérience de vie en disant qui porte le projet, l'un ou l'autre? Non, les deux. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse une analyse de votre situation d'aujourd'hui. Chacun part. Et après, on compare. Et après, on regarde les points qui sont communs. Et on s'intéresse, aujourd'hui, c'est la crise, il paraît que les maisons coûtent trop cher. Donc, on va s'intéresser que sur les points communs. Parce que là, on vient déjà réduire par deux la taille de la maison. C'est bête, mais c'est une économie. Après, il y a quelque chose que je trouve aberrant. Beaucoup de maisons en France sont aujourd'hui à 100 mètres carrés. Et il y a, ça fait un mot très à la mode, la chambre des maîtres, avec la suite parentale. Waouh, quel beau phrasé, Jean-Luc. J'étais dans le domaine de la décoration, excusez-moi, messieurs. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette chambre assez grande, 14 mètres carrés, d'avoir un dressing évidemment et d'avoir une salle de bain. En tout, tu arrives à 18 mètres carrés. Et puis sur le plan, tu t'aperçois que tout à fait à droite, il y a quelque chose d'assez amusant à voir. Il y a un garage de voiture qui fait 20 mètres carrés. Donc la voiture à elle seule a droit à 20 mètres carrés. Les deux porteurs de projet ont droit à 18 mètres carrés pour deux. Donc première ineptie.
La deuxième ineptie, c'est que cette voiture, évidemment, il y aura une porte qui va s'ouvrir vers la pièce principale. Donc la pollution engendrée dans le garage ou le froid engendré dans le garage, évidemment, peut tout rentrer dans la maison. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aux gens que la première chose intelligente, ce serait peut-être déjà de mettre la voiture en dehors, de mettre un petit carport, parce que le carport va coûter peut-être billet de 1 000 euros, et tu viens me dire combien est-ce qu'on vient de gagner? Ben, en mètres carrés, c'est très intelligent, c'est 20%, c'est 20 mètres carrés, c'est 20%. Donc, combien coûte la maison? 20% moins cher maintenant, tout de suite. Et ça, c'est le genre de truc que toi et moi, on a dans cette logique. C'est d'abord de penser à leurs besoins réels, leurs besoins de consommation aussi, en énergie. Et une fois que tu as ça, tu as le point de départ de quelque chose. Mais c'est qu'un point de départ. Et après, je t'écoute pour la suite. Non, mais c'est un très bon point de départ. Et ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est le coût au mètre carré, on est aux alentours des 2 000 euros. Quand c'est pas du tout écologique, on peut parfois être un peu moins cher, mais on va le payer plus cher sur la durée de vie du bâtiment parce que ça va compter en consommation d'énergie ou en mauvaise conception. Et ça, c'est quand on est en campagne. Par contre, quand on est en ville, on peut approcher les 5 000, voire les dépasser quand on est proche des grands centres comme Paris ou Lyon, voire Marseille. Mais déjà, ce coût au mètre carré, quand tu en enlèves 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés, comme tu viens de le faire avec le, le garage, eh ben, fois 2 000, c'est facile, ça fait 40 000. Donc, Waouh, je suis riche! les 40 000 euros, ben, quand tu sais que la voiture, elle est conçue pour pouvoir vivre dehors, comme tu viens de le dire, un carport à 1 000 euros, par rapport à 40 000 euros, ça y est, c'est évident. Le- Juste en suivant les tout premiers modules, la majorité des personnes qui ont suivi les cours m'ont donné comme retour qu'ils faisaient déjà 5 000 euros d'économie. Juste par la conception. Et là, ce que tu viens de donner comme exemple avec le garage, c'est la même chose, c'est de la conception. Et de mettre du jus de cerveau, de l'attention sur ce qui est important pour vous ou pas, et qu'on puisse vous aider à réorienter les différentes priorités sur qu'est-ce qui comporte de l'importance pour vous. Parce que quand vous avez vu ça chez un tel ou chez un tel, eh ben, c'est bien pour chez eux, mais c'est peut-être pas adapté pour chez vous. Et si c'est vraiment adapté pour vous et que c'est hyper important et que c'est votre projet essentiel. Moi, j'ai eu une cliente quand j'avais mon bureau d'études qui me disait, moi, la chose la plus importante, c'est que quand je me réveille, de mon lit, je veux avoir une fenêtre et dehors, je puisse voir de la verdure. Et la personne, elle habitait dans un lotissement où il y avait que des maisons de partout et elle pouvait pas vraiment avoir la verdure bien orientée vis-à-vis de la position de la chambre. Et donc, ils avaient installé, dans le plan, ils avaient dessiné qu'on appelle ça, un petit carré de verdure où il pouvait y avoir des arbres, des différentes plantes et un peu de potager avec des plantes grimpantes, etc. Donc, c'était assez vert. Et ça, c'était sur le papier. Et après, au fur et à mesure des travaux, pendant la construction, tous les artisans lui ont dit, oh, vous savez, ça coûte très très cher, il faut pas le mettre. Et elle arrivait à un tel point de fatigue, d'épuisement, parce qu'elle avait perdu son élément central, qui était son jardinet, face à son lit. Mais elle s'en était pas rendue compte qu'elle avait perdu parce que les artisans, en fait, étaient passés à autre chose. Et si elle avait été accompagnée en amont pour pouvoir défendre ce qui était vraiment essentiel pour elle, eh bien, elle aurait pu comprendre où était sa motivation, où était son inspiration, ce qui faisait son leitmotiv à se dire chaque matin, c'est génial, ce matin, je vais aller retrouver le chantier. Et pourquoi elle a vécu cette douleur, cette souffrance d'une certaine façon, même si c'était pas quelque chose de majeur, mais pour elle, ça l'était, c'est parce que en amont, elle n'avait pas eu l'espace de réflexion partagée avec des personnes qui n'avaient rien d'autre comme application que d'avoir à s'assurer que toi, porteur de projet, tu puisses t'approprier ton propre projet et qu'on puisse être à ta disposition. Et Jean-Luc, comme moi, je pense qu'il y a moyen que vous puissiez vous approprier votre propre lieu de vie, tout simplement par rapport au fait que on est là à vous donner du jus de cerveau déjà réfléchi de plusieurs personnes, plusieurs dizaines, vingtaines, trentaines de personnes qui soit interviennent dans nos événements, soit par rapport aux autres, au retour d'expérience, aux études de cas qu'on partage, que l'on réalise avec les autres porteurs de projets. Et ça fait des très, très grosses économies aussi. Après, tu peux aussi avoir des très belles rencontres. Et je me rappellerai toujours, j'étais à une chouette information chez Maïsdorn sur l'optimalisation des nombres de mètres carrés. Et là, j'ai rencontré une fille qui se disait décoratrice écologiste. Ah, tiens, je suis un peu interpellé. L'écologie, je connais. Décoratrice, je connais. Mais les deux ensemble, je connais pas. Et puis, elle me dit, ben, mon approche, c'est comme une décoratrice, à part que j'essaye d'influer vers mes clients mon caractère écologique. Et je dis, donne-moi un cas concret. Ben voilà, quand je vais chez quelqu'un, l'étude que je fais est au même prix, quels que soient les matériaux.
Quand je travaille avec un peintre, quels que soient les matériaux, ça coûtera même moins cher parfois, le même prix. Par contre, quand parfois c'est une mauvaise peinture ou une peinture avec plein d'adjuvants dedans, parfois ça met même plus longtemps. Donc parfois le moins cher coûte plus cher en main-d'œuvre. Et puis j'essaie de dire aux gens, voilà, les coûts fixes de votre mur va coûter, admettons, 10 euros au mètre carré. Si je prends une peinture premier prix, c'est 10 euros. Si je prends maintenant une peinture qui aura des qualités mais vraiment saines pour votre santé, je vais être à 12 euros le mètre carré. Vous avez en tout 100 mètres carrés. Est-ce que ça va vous changer votre vie de dépenser 200 euros de plus ou pas? Si vous me dites que c'est impossible pour vous, eh ben, tant pis pour moi. J'aurais tenté en tout cas de vous convaincre. Si je ne suis pas arrivé, voilà. Et généralement, quand tu parles d'une échelle de valeur aussi petite, les gens foncent et ils vont changer les priorités. Et c'est exactement ce que j'ai fait en projet. Au départ, le projet des gîtes en France, c'était très simple. Ça devait coûter le moins cher possible. Parce que le problème, c'est que j'avais vendu ma maison en Belgique, mais j'avais pas non plus des masses d'argent devant moi. Et du coup, j'avais un ami belge qui s'est lancé avec moi dans le projet, et puis on arrivait avec un prix ridicule. Et puis j'ai dit, OK, maintenant on peut décortiquer un peu ton prix ridicule. L'isolant, c'est quoi? Ah, c'est la fibre de verre. Aïe, j'aime pas trop. Du coup, on a mis la fibre de bois. Ah, mais c'est autant en plus. Puis après, tu as mis quoi au niveau châssis? Des châssis en PVC. Ah, j'aime pas trop. J'aimerais mieux de l'aluminium. Et puis on a commencé à faire toutes des colonnes de plus, des plus, des plus, des plus. Et puis après, j'ai commencé ma colonne que j'ai adorée après. C'était la colonne des moins. J'avais prévu une piscine en dur. Ah ben tiens, moi je trouve qu'il y a des piscines autoportantes qui, si on les habille extérieurement, ressembleront tout à fait à une piscine en coque dure. Bouf, colonne en moins, 30 000 en moins. Et puis j'avais prévu de mettre une domotique. C'est génial, dire lampe, allume-toi! Et puis la lampe s'allume, évidemment. Eh bien là, on a dit, mais non, on se trouvera ça ridicule, donc on n'a pas mis de domotique. Par contre, on se dit, si on n'a que des personnes, alors je vais pas dire handicapées, surtout pas en position de handicap, parce que si vous dites ça à quelqu'un en situation de handicap qui est dans sa chaise roulante pour le restant de sa vie, ben, je pense qu'il va un peu mal le prendre. Donc, soyons polis avec eux, ils sont handicapés et ils se considèrent comme tels. Nous, on les appellera plutôt les personnes extraordinaires. J'adore ce mot-là. Et du coup, si jamais je vois que j'ai trop de personnes extraordinaires qui viennent chez moi au gîte, je changerai juste un interrupteur pour que celui-là soit vocal, lequel, par exemple, celui qui est au lit, parce que je sais la problématique pour eux de sortir du lit, bien entendu. Mais du coup, on va changer les priorités. Et en changeant les priorités, boum, 15 000 en moins pour la domotique. Et du coup, je suis arrivé avec une somme que j'aimais bien, qui était 10% de plus que le budget initial avec des mauvais matériaux. Et donc, je me suis dit, ben, tiens, 10% de plus, ça, c'est l'effort que je suis prêt à faire pour que la maison soit tout à fait saine pour moi, pour la planète et aussi pour les gens qui viendront dedans. Et donc, comme quoi, avoir une démarche écologique peut venir parfois par une porte, parfois c'est par la fenêtre, parfois aussi ou là, mais après, c'est la cohérence de l'ensemble. Et ça, c'est le gros problème que toi et moi, on rencontre à l'heure actuelle, c'est que on forme des particuliers, mais hélas pour nous, les professionnels ne sont pas bien formés, ou trop peu sont bien formés. Ce qui fait que quand vous avez un mur, vous avez plein de composants dedans. Et si un seul de ces composants n'a pas été pensé en sa connaissance de tous les autres, vous allez anéantir tout le résultat. Je prends un simple exemple. En France, énormément de maisons sont encore contreventées avec l'OSB à l'extérieur. Et l'extérieur, le problème, c'est que ça anéantit tout le travail des isolants naturels. Et donc, c'est là où nous, on a un effort à vous donner de l'information pour que vous alliez voir après les professionnels pour avoir la bonne maison qui soit saine pour vous et pour votre santé. Et là, Gulven, ben, effectivement, toi, en tant que thermicien, tu as donné les bonnes informations aussi. Oui, et je me suis amusé à faire ces calculs justement avec tous les mix. Et à l'époque, quand j'avais le bureau d'études, c'était un vrai défi parce que quand je présentais cet ensemble qui était bien réfléchi avec la migration de la vapeur d'eau qui résout 80% des problèmes d'humidité dans les maisons, quand on part sur une construction neuve, c'est vraiment une grosse question à se poser dès le début. Donc, quand on inverse les matériaux dans le mauvais sens, eh ben, on crée des désordres dès la conception qui vont mettre un certain temps avant d'apparaître. Et donc, c'est pour ça qu'après 2 ans, voire 10 ans, donc après la décennale, on peut se retrouver avec des maisons qui sont insalubres, qui sont non viables. Et, et il y a beaucoup de maisons qui sont froides, qui sont inconfortables. Et souvent, c'est lié aussi à cet inconfort via l'humidité. Enfin bon, on pourrait aller très très loin dans tous ces détails techniques. On est tous les deux des grands passionnés. On pourrait plonger encore et encore.
Mais ce qui nous anime vraiment tous les deux, et c'est ce que je capte et je prends un grand plaisir à échanger avec toi, Jean-Luc, c'est parce que j'adore m'assurer que la personne va pouvoir vivre dans une maison dans laquelle elle va pouvoir se sentir complètement sereine. C'est ma façon à moi de contribuer à apporter de la paix dans le monde. Et je sais que c'est pas évident d'avoir à le faire comprendre du premier coup, parce qu'en fait, j'apporte un message un peu technique. Mais je ne sais pas comment ça se passe pour chez toi, mais les étudiants qui ont fini la formation, reviennent me voir en me disant, mais je m'attendais pas à avoir appris autant de choses, à avoir compris aussi le puzzle dans son ensemble. C'est-à-dire que souvent les gens, ils avaient des pièces du puzzle, puis ils viennent, ils rencontrent différentes autres pièces du puzzle, et mon objectif, c'est qu'ils ont la vision d'ensemble pour que ça soit plus un puzzle, mais que ça soit une image, que ce soit leur image qu'ils vont composer en fonction de leur projet, en fonction de leur emplacement, en fonction de leur budget et de la réalité de ce qui est pour eux. Et ça, quand ils reviennent nous partager, qu'ils ont pu gérer leur projet, ils ont pu rencontrer les bons professionnels, ils ont pu prendre les bonnes décisions et s'assurer que leur budget soit bien redirigé vers les choses qui sont les plus importantes pour eux, quelle joie, quel bonheur. Pour moi, c'est là où je me fais payer le plus. Alors, moi, je dirais qu'en prolongation de ce que tu as dit, puisque là, on partage tout à fait les mêmes valeurs, je dirais, moi, ce qui me paraissait aussi très important, et surtout avec les augmentations des coûts des matériaux, l'augmentation des taux d'intérêt, c'est que l'accès à la propriété est de plus en plus compliqué. Et du coup, je me suis aussi attardé à voir comment est-ce qu'on pourrait arriver à trouver des systèmes pour financer cette maison. Et là, après, ben, c'est peut-être un peu ça, ma touche personnelle, puisque j'ai une expérience où j'ai eu des gîtes et des choses ainsi, et où j'ai une autre approche qui est complémentaire. Et c'est pour ça que je dis, on a tous les deux des formations avec des centres d'intérêt, des spécialisations plus fortes. Par exemple, tes experts, en as beaucoup plus que moi. Et donc, chacun a des spécificités différentes. Donc, moi, je vous invite très simplement à ce que les gens qui nous ont suivis aujourd'hui, on va mettre le lien des deux formations. Vous allez voir le programme des deux. Et n'hésitez pas à téléphoner à l'un ou l'autre parce qu'on fait des appels gratuits justement parce qu'on ne veut pas vendre un produit qui ne vous correspond pas. Et à la discussion, on le verra très vite en disant, ben, je ne pense pas que je suis la bonne personne. Je pense que telle personne sera bien plus utile pour vous. Et c'est peut-être que ce ne sera pas Golven non plus parce que vous avez besoin d'un point de vue bien technique et on vous enverra peut-être vers un bureau d'études, peut-être vers un thermicien parce qu'on sait que sa réponse sera plus pertinente que la nôtre. Et vous savez quoi? Si vous faites votre projet grâce aux petits renseignements que vous a donnés, eh ben, on est heureux aussi. Tout à fait. Et, euh, et c'est vraiment important pour nous de prendre quelques minutes avec vous pour pouvoir clarifier, analyser là où vous en êtes dans votre processus de projet pour vous amener à l'étape suivante. Si l'étape suivante, c'est avec nous, c'est un plus. Mais moi, mon étape la plus importante quand je vous ai au téléphone, c'est d'identifier votre problématique, votre enjeu, votre défi ou votre désir. Que le désir, il soit suffisamment clair, clarifié. Et une fois qu'on a pu mettre le doigt dessus, peut-être que Jean-Luc dit la même chose, mais moi, je prends un grand plaisir à avoir su mettre le doigt dessus, vous le mettre en bien clair à l'esprit. Et si c'est clair, c'est vous qui achetez, c'est pas moi. Moi, j'ai rien à vendre. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Donc, c'est un vrai plaisir de vous accompagner à prendre la bonne décision qui fait mouche, on va dire, chez vous. Du coup, Golven, je vais te laisser parce que j'ai Golven au téléphone. J'ai justement un renseignement à lui demander. Donc, je te dis à bientôt. Et puis, oui, Golven, je suis là. Je te dis oui, oui, oui. Attends, je coupe de l'autre côté. Au revoir. Au revoir, à bientôt.